Tout le monde veut devenir un héros de la vente, mais personne ne veut s'entraîner comme un champion. Si tu écoutes ce podcast, tu fais déjà partie du top 10% des vendeurs. Et si tu veux être dans le cercle fermé des top 1%, va sur le site leshéroesdelavente.com, offre-toi le playbook et le guide de la prospection téléphonique, et enfin, abonne-toi aux chroniques de la vente. Dans cet épisode, j'invite Sévan Marian, le CEO de Fleet, pour échanger sur l'optimisation des ventes d'une entreprise qui n'a pas levé de fonds. Fleet est en pleine croissance. Avec Sévan, nous allons aborder comment développer ses cycles de vente très rapides, comment optimiser la rétention de ses clients, comment améliorer ses taux de closing, comment se démarquer de la concurrence et enfin, comment évangéliser un usage. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler d'un sujet qui concerne bon nombre de commerciaux, le CRM. La plupart du temps, les CRM ne sont pas pensés pour les commerciaux et leur font perdre un temps précieux. Et c'est bien pour cela qu'ils ne les utilisent pas. Je souhaite y remédier en vous parlant d'un outil que je trouve formidable, nocrm.io. C'est un logiciel de prospection qui permet de se focaliser sur la vente et non plus sur la saisie manuelle d'informations. Son interface facile à prendre en main permet de faire gagner du temps à vos commerciaux et donc du business pour ces derniers. Donc, si vous souhaitez réaliser plus de ventes et développer votre chiffre d'affaires, rendez-vous sur nocrm.io. Je vous laisse un lien dans les notes de ce podcast afin d'en savoir plus. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le fondateur de Fleet, Sévan. Sévan, salut. Salut Alexandre. Alors, je dis que j'ai le plaisir d'accueillir le fondateur de Fleet parce que moi, j'étais un client au tout début de l'aventure et je suis encore client, donc j'aime beaucoup votre service. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs ce que vous faites et ainsi te présenter? Yes, avec plaisir. Donc effectivement, moi je suis Sévan, cofondateur de Fleet. Donc Fleet, on est une start-up qui fait de la location d'ordinateurs pour les entreprises et plus généralement, on fait ce qu'on appelle du device as a service, c'est-à-dire qu'on propose aux entreprises, aux PME, de manière très simple et digitale, une alternative à l'achat de matériel informatique, ordinateur, tablette, téléphone. Donc plutôt que d'acheter, elles vont louer en quelques clics, donc payer 50 € par mois pour avoir accès à une machine, par exemple un MacBook Pro, un service de garantie premium pendant toute la durée de la location. Donc s'il y a le moindre souci sur la machine, tout est pris en charge par nos services. Et une plateforme qu'on appelle le cockpit qui leur permet d'organiser leur flotte, d'assigner les ordinateurs aux différents employés, de tout suivre, de la livraison, de la gestion, au renouvellement des machines, depuis une plateforme simple et intuitive. Donc on est positionné sur un concept, ce concept de device as a service, c'est un petit peu les tendances de passer de l'économie de la possession à l'usage. Voilà les similarités, par exemple, ça peut être les espaces de coworking qui sont de l'espace as a service, du space as a service. Donc plutôt que de louer ou d'acheter des locaux, on va payer un abonnement mensuel pour avoir accès non seulement à des locaux, mais aussi à des services de gestion de courrier, machines à café, etc. Voilà, on essaie d'appliquer ça également à l'ordinateur chez Fleet. Ouais, pour l'avoir vécu, je trouve que vous avez, enfin, effectivement, c'est l'ère de la location aujourd'hui pour beaucoup d'objets. Mais à l'époque, bon, c'était déjà il y a 3 ans que j'ai souscrit à votre service. Il fallait que j'achète 4 MacBook Pro et c'était une jeune entreprise que j'avais. Et c'est sûr qu'un MacBook Pro, bah, ça coûte très vite des sous. Donc, ça m'aurait coûté un petit billet de 10 000 €, je pense. Et l'avantage en passant par votre service, c'est que finalement, j'avais un abonnement mensuel beaucoup plus abordable pour une boîte qui se lançait. Aujourd'hui, dans la composition de votre portefeuille client, c'est plutôt quoi? C'est plutôt des jeunes boîtes ou plutôt des grosses structures? Est-ce que tu sais un peu me dire comment est ton portefeuille client? Yes, bien sûr. Donc aujourd'hui, on a à peu près 700 entreprises clientes. Alors globalement, nous, on adresse les PME, les entreprises de moins de 200, 250 salariés, qui n'ont pas des équipes IT en interne très développées. C'est un marché, en fait, c'est assez bien adressé sur les grosses entreprises. Il y a des gros acteurs
pas très digitaux, mais qui font des services sur mesure dont ont besoin un petit peu les grosses entreprises, mais assez mal adressés sur les plus petites boîtes. Voilà, c'est un peu comme, par exemple, la gestion de la paye. Je ne sais pas si tes auditeurs Ouais. connaissent PayFit, mais voilà, PayFit va très bien adresser les PME qui ont besoin d'un service simple, digital, standardisé, une souscription en quelques clics. Après, quand c'est des plus grosses entreprises, c'est du sur-mesure, il y a des conventions collectives. C'est un peu pareil chez nous, on adresse très très bien les entreprises de moins de 200-250 salariés. Historiquement, on est connu dans l'écosystème startup, scale-up, hein, donc y compris des boîtes qui vont avoir levé 50 millions d'euros, qui scale très vite. Elles sont très friandes de notre service parce que ça simplifie énormément la vie quand vous recrutez beaucoup, notamment plein d'employés en télétravail partout en Europe. Enfin, la gestion des ordis, ça peut devenir vraiment un enfer. Donc, on adresse très bien cette typologie de clients. Et puis, voilà, notre communication, comme on est une startup, elle est très startup. Donc, voilà, on a à peu près 40%, on va dire, 40 à 50% de nos clients qui sont des boîtes tech. Et le reste, ça va être des PME plus traditionnelles, type des cabinets d'avocats, des restaurants, des écoles, ou des agences de conseil, des agences de design, qui ont besoin de matériel de qualité pour leurs employés, et donc, comme tu le disais aussi, qui sont assez intéressés par le fait de lisser leurs coûts. Ouais, très bien. Et donc, vous avez créé l'entreprise il y a combien d'années? On a créé l'entreprise il y a maintenant 3 ans et quelques mois. Elle date d'avril 2019, donc tu vois, on se parle, on est Ok. en juillet 2022. Voilà, ça a un peu plus de 3 ans. Ah oui, donc c'est vraiment le moment où j'ai vu votre service, j'ai pris l'offre. Et aujourd'hui, vous êtes combien dans la société? On est une trentaine, et on a ouvert un bureau en Espagne il y a 2 mois. Donc Ok, on a aussi deux personnes en Espagne. ok, félicitations. Bah, très bien. Bah, alors, on va introduire le sujet. Aujourd'hui, l'idée, c'est forcément de faire un retour d'expérience sur ces 3 dernières années. Et le sujet que tu as choisi, c'était comment optimiser sa performance commerciale en étant 100% bootstrap. Alors, est-ce que d'abord, tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est être bootstrap pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce terme? Et ensuite, pourquoi tu as voulu choisir ce sujet? Oui, bien sûr. Donc Bootstrap, en fait, c'est qu'on n'a fait aucune levée de fonds, quelle qu'elle soit. Donc le capital est totalement possédé par moi, mon associé. On est deux cofondateurs à 50-50. Et on donne évidemment des actions aussi à nos employés. Mais voilà, on n'a pas fait de levée de fonds externe pour financer notre croissance. D'accord, très bien. Et donc, tu as choisi le sujet de l'optimisation de la performance commerciale. Pourquoi? Alors, moi, je pense que c'est un peu notre singularité chez Fleet, qu'on est bootstrap, donc on gère la boîte en bon père de famille. C'est vrai que c'est assez rare parce que dans les startups, surtout les startups qui proposent, donc nous on propose de la location d'ordi, mais on propose aussi un SaaS, un software as a service de gestion. Et c'est vrai que les pratiques généralisées pour les SaaS, c'est de lever pas mal d'argent, de ne pas être rentable pendant longtemps, de scaler, de recruter énormément de commerciaux pour faire de l'acquisition au maximum le plus rapidement possible. Nous, notre singularité chez Fleet, c'est que on a quand même connu une hyper croissance, hein. On a multiplié par 6 notre volume d'affaires l'an dernier, par exemple. On est quand même on fait beaucoup de volume d'affaires après 3 ans d'existence. Donc, on a des chiffres de start-up. On a une forte acquisition commerciale, tout en étant rentable, bootstrap, donc en monitorant nos coûts de manière assez serrée. Et je pense que ça peut être intéressant, effectivement, d'avoir un peu une vision différente de la stratégie commerciale que la stratégie classique de levée de fonds et accélération tout azimut. Ouais, surtout en ce moment où, en période, on va pas parler de récession, mais en période de crise, on voit que les fonds d'investissement deviennent un peu plus frileux. Et donc forcément, les entrepreneurs doivent trouver des solutions pour continuer à grandir autre que la levée de fonds. Et donc, je pense que cet échange peut leur apporter des tips. Tu voulais peut-être d'abord nous parler quand on a préparé l'épisode, tu m'as proposé plusieurs sous-sujets. Tu voulais notamment nous parler du cycle de vente.
Je pense que chez Fleet, pour l'avoir vécu, vous avez un cycle de vente très rapide. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez fait pour optimiser au maximum ce cycle de vente? Oui, complètement. Je pense que c'est l'une de nos particularités. Alors évidemment, les cycles de vente varient selon la taille du prospect, hein, donc Ouais, bien sûr. c'est sûr que quand, on signe une entreprise qui a déjà, je sais pas, 100 salariés bien installés et cetera, bon, elle va pas mal benchmarker, prendre plus de temps pour, prendre la décision. Mais grosso modo, nos cycles de vente, dépassent, rarement, les, 6 semaines et en moyenne, on est plutôt autour de, 1 semaine. On a, d'ailleurs même des, clients qui, voilà, qui signent, dans la journée quoi, donc ça peut être, très rapide. Hem, voilà, je pense que nous, on a été dès le début assez précautionneux sur le fait d'avoir une proposition de valeur simple, pouvoir proposer, que le prospect voit rapidement les avantages du service, puisse souscrire de la manière la plus digitale possible, de manière à avoir des cycles de vente rapides et justement être relativement rentable dans nos efforts commerciaux. Ouais. Est-ce que tu as mis des choses particulières en place? Je sais que tu as parlé de SaaS, on fait souvent des démos, mais notamment des accès démos, mais là, forcément, comme vous proposez du hardware, tu peux pas dire je vous prête pendant un mois l'ordinateur. Est-ce que vous avez mis, par exemple, des limites en termes de nombre de rendez-vous ou alors vous êtes imposé comment dire, des relances sur un court laps de temps? Comment vous avez construit votre cycle de vente? Ou est-ce que vous avez simplement visé au début des boîtes qui étaient plus petites pour justement avoir un cycle de vente rapide? Oui, alors, bon, c'est tout un tas d'éléments. Déjà, je pense qu'aujourd'hui, dans le métier de commercial, enfin, la vente a pas mal évolué, par rapport à il y a 10 ou 20 ans. Maintenant, quand, je pense, quand on se met à parler à un prospect, je pense qu'il a fait déjà, 60-70 du chemin en réalité, Oui, parce qu'il s'est déjà renseigné. Donc déjà, ça passe par avoir un site très clair où on comprend très vite les use cases, la proposition de valeur et les avantages du service. Très vite, on peut aussi voir les témoignages clients. On peut aller lire deux, trois articles. Enfin, ça passe par faire en sorte que le prospect soit déjà assez mûr quand il nous parle. Donc, nous, on travaille énormément notre site, notre contenu marketing. euh, on travaille énormément pour définir notre buyer persona en fonction de euh, qui est décisionnaire dans l'entreprise, quel type d'entreprise, etc. Quel message va faire mouche. Donc, je pense qu'il faut déjà beaucoup travailler en amont sur le contenu qu'on pousse aux prospects. Euh, c'est vrai que votre site est très bien fait, très UX designé. C'est assez simple finalement de comprendre l'offre et de comprendre combien ça va nous coûter. Là-dessus, tu as eu des inspirations. Est-ce que tu as des boîtes comme ça qui t'inspirent sur leur site internet? C'est une bonne question. Nous, c'est vrai qu'on a pas mal regardé on va dire les best players à l'époque où on a lancé Fleet, mais qui le sont toujours d'ailleurs aujourd'hui en B2B. Donc des Alan, Ouais, j'allais dire Alan. Payfit, ouais, Alan, Payfit, Conto. On est assez inspiré par Alan, où vraiment c'est très simple, on peut souscrire en ligne. Et je pense qu'ils ont fait beaucoup d'acquisitions et il me semble qu'ils ont fait très peu de sales, en tout cas les premières années. Donc les gens allaient chez Alan parce que l'onboarding était très simple. Donc nous, on a essayé de reproduire ça chez Fleet. Un onboarding extrêmement simple. D'ailleurs, souvent, c'est un peu une expérience waouh, hein, les clients. Voilà, tout est connecté en API, pas besoin de rentrer son sirène. On tape le nom de sa boîte, on trouve le sirène. Ensuite, on arrive sur un catalogue très simplifié. On a fait l'effort d'être très différencié des autres acteurs de la location slash leasing, où en fait le prix est jamais affiché. Donc en fait, c'est Ouais. des devis avec des commerciaux en fonction des taux de financement qu'on va avoir en fonction de telle ou telle boîte. Nous, les prix sont fixes, tout inclus, sans apport, sans dépôt de garantie. Donc voilà, tu payes 49,90 € par mois pour un MacBook Pro standard.
tout inclus, très transparent. Parfois, on a des clients qui sont plus durs à financer, on a des taux de financement plus difficiles et pourtant, on le prend sur notre marge. Donc on essaye, en fait, ce qu'on gagne en standardisation et en simplicité de l'offre est supérieur à ce qu'on va, gagner, si on fait du sur-mesure et qu'à chaque fois, du coup, c'est des process, plus compliqués. Donc on Ouais. parie beaucoup sur ça. C'est vrai que votre site m'a fait penser à Alan. Et là, ce week-end, j'étais sur un autre site qui était celui de Léo Care. C'est une assurance Yes. en ligne. Et Ouais. effectivement, ça m'a fait penser aussi à Alan et à votre site. Donc, je pense qu'effectivement, ces nouveaux codes en fait, qui reprennent des services qui existent depuis 30 ans, mais qui donnent une facilité pour l'usager de réserver, de commander, d'avoir un devis. C'est finalement quelque chose aujourd'hui qui est important pour aller rapidement dans la vente. Je me souviens sur le leasing d'ordinateur, en 2013, j'avais fait un deal avec un club de rugby, donc le FC Grenoble, où je leur proposais un logiciel qui était sur Mac, ils devaient acheter des Mac, et la solution, ça a été de leur faire un leasing, et à l'époque, déjà, c'était l'enfer pour avoir finalement une offre de leasing via un partenaire bancaire. Et c'était des contrats à rallonge. Et c'est vrai qu'à l'époque, si j'avais eu Fleet, ça m'aurait vraiment facilité la vie pour faire ce deal. Donc là-dessus, effectivement, bien joué d'avoir perçu cette douleur du marché pour aujourd'hui, comment je fais pour avoir un parc informatique en leasing. Et aujourd'hui, l'offre de Fleet, elle est finalement très simple à appliquer. Ouais, mais merci, ça fait plaisir surtout que tes clients donc c'est toujours des témoignages qui font chaud au cœur. Donc effectivement, ouais, pour finir sur les cycles de vente rapides, ensuite effectivement donc nous on est connectés, tu vois, à plein de partenaires bancaires en API, ce qui fait qu'on est, probablement les plus rapides du marché, français et peut-être européen pour t'obtenir un accord, de location. Donc en fait, tu vas obtenir un accord en parfois 5 minutes, maximum quelques heures, mais donc c'est vraiment très rapide et ça permet de faciliter le closing parce qu'en fait, la simplicité, la réactivité fait que le client, a tendance à signer plus vite parce que, il se dit: «Ouais, c'est simple, c'est rapide», il est content, quoi. Hem Et puis ensuite, nous, on a designé l'offre pour qu'elle soit, pas trop engageante, quoi. Donc, la plupart du temps, les contrats de leasing, tu vois, c'est sur 10, 20, 30 machines. Enfin, il y a voilà, si Ouais. tu peux prendre un leasing sur une machine. Nous, on applique les codes du e-commerce au leasing, donc tu peux prendre un leasing sur une machine en quelques clics. Et du coup, effectivement, tu parlais du c'est difficile de dire test avant d'acheter sur une machine, parce qu'un ordi, après tu peux pas le rendre comme ça, enfin, c'est pas comme un SaaS qui va te donner 30 jours gratuits. Nous, notre test avant d'acheter, c'est vraiment de dire, prends une machine, tu as peut-être besoin de, à terme, 40 machines, prends un ordi, teste le service, ensuite tu verras la plateforme, tu seras onboardé par un Customer Success Manager qui va te montrer tous les avantages de la plateforme, tu vas voir que ta première expérience est waouh, et après, on mise beaucoup sur la rétention et sur le fait que tu vas prendre d'autres machines avec nous parce que tu auras eu ta première expérience qui est très bonne. Donc ça Ouais. facilite énormément le closing, c'est de dire, voilà, ça vous engage franchement sur une machine à 49 € par mois, de toute façon tu auras besoin de l'acheter cette machine, donc entre l'acheter et payer 49 € par mois à Fleet, en vrai ça t'engage à rien de passer par Fleet et ça te permet de tester le service. D'accord. Donc, pour résumer, l'offre designée sur votre site vous a vraiment aidé pour avoir des cycles de vente rapides. Vous avez aussi une bonne partie de vos clients qui sont plutôt des entreprises de moins de 250 salariés, ce qui aide aussi à avoir des cycles de vente rapides. Bien sûr. C'est vrai que quand on crée des boîtes, souvent on a envie d'aller démarcher des grands comptes, etc. Or, ça peut être une erreur parce qu'on va passer beaucoup de temps et d'énergie à signer ces grands comptes. Et ensuite, tu voulais aussi nous parler de votre taux de closing. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus qu'est-ce que tu entendais par taux de closing quand on a préparé cet épisode? En fait, globalement, ça, je te donnais des éléments, des sous-éléments un peu du fait qu'on est, je pense, très efficient en termes de nombre de personnes versus revenus générés et closing commercial. Donc, il y avait cycle de vente très rapide et effectivement, je pense qu'on a aussi un taux de closing assez élevé, tu vois, entre un client qui nous parle et un client qui close. On est autour de 30% de closing, Ok, ce qui me semble être un très très bien. bon taux de closing.
Ok. Et ça, tu as identifié les facteurs qui t'aident à closer comme ça? Bah, je pense que c'est en fait un peu lié à la rapidité du cycle de vente, à la probablement il y a la pertinence du service, il y a la formation, des commerciaux, enfin le fait que, on a des commerciaux qui sont là depuis un moment dans l'entreprise, qui comprennent très bien les tenants et les aboutissants du service. On a un playbook, très clair sur Notion avec, voilà toutes les objections possibles, le type de discours à mettre en avant. On utilise un système aussi de recommandation quand une boîte voilà, parle avec nous, on lui propose de parler avec d'autres clients pour avoir des retours d'expérience. Donc on leur propose des clients similaires aux leurs. Et puis on active les bons leviers au bon moment, c'est-à-dire la possibilité de faire des discounts si besoin en fonction du client pour voilà, pousser le closing. Mais je dirais que globalement, au-delà de la qualité, je pense en tout cas, on essaye d'être au maximum sur de la qualité du contenu qu'on pousse, la qualité des échanges qu'on a avec notre client, nos prospects. Je pense que la rapidité avec laquelle on gère les échanges et la réactivité facilite énormément le taux de closing. Ok. Tu as parlé de formation des commerciaux. Vous avez des choses en place là-dessus? Ouais, bien sûr. Bah, alors déjà, on essaye de tout mettre, par écrit. Hem, Tu vois? Donc comme je te disais, on a un sales playbook sur Notion qui est Ok. régulièrement alimenté. Ça, je pense que c'est assez important, de garder les choses par écrit, de pouvoir réutiliser des éléments de langage au bon moment, parce que c'est toujours un peu les mêmes, cas, les mêmes objections qui reviennent et en fait, faut pas réinventer la roue, hein. Il y a des bonnes pratiques, il y a du bon contenu à pousser, ça c'est important. En termes d'animation commerciale, bah, les commerciaux font des pitch practice toutes les semaines où Ouais. ils s'écoutent, ils se donnent des feedbacks. Il n'y a pas d'ego dans l'équipe. Il n'y a pas vraiment de concurrence dans l'équipe, quoi. Il y a des objectifs plutôt collectifs. Donc, c'est une équipe qui cherche à vraiment avancer ensemble. Voilà, ils se donnent des feedbacks. Et ça, je pense que voilà, organiser ces pitch practice, c'est clairement important. Et après, plus globalement, mais moi, ça, c'est ma vision aussi de ce qui est un bon commercial. Je pense que, voilà, moi, je pense que quand même le plus important, chez un bon, pour un commercial, quoi, ce qui définit un très bon commercial, c'est quand même la niaque. Donc, sans harceler les gens, évidemment, la capacité à montrer qu'on a vraiment envie aux prospects, qu'on a vraiment envie de les closer, qu'on va vraiment se battre pour eux, c'est assez clé. Je trouve. Je privilégie quelqu'un qui a un peu moins de talent commercial à la base, mais qui a la niaque, à quelqu'un qui est talentueux, mais voilà, qui met moins d'énergie et moins de volonté de closer dans son travail. Donc, Donc donc, voilà, les dans commerciaux. ta Ouais. ta fiche de recrutement, enfin, c'est quelque chose que tu regardes. Je ne sais pas si tu peux le détecter en recrutement, mais tu regardes si ça fait partie des compétences du commercial. Ouais, je le détecte. C'est difficile à détecter. Ouais. Bah, enfin, oui, enfin, en tout cas, c'est quelque chose que j'essaye de détecter pendant mes échanges avec lui. Bon, c'est au préalable sur la fiche de recrutement, voilà, tout le monde va te dire de toute façon qu'il a envie, quoi. Mais c'est quelque chose que j'essaye vraiment de détecter ensuite dans les différents tours du process de recrutement. Ouais. Et là-dessus, tu as t'as des tips pour détecter. Effectivement, j'imagine que c'est pas évident, mais peut-être détecter si la personne te relance, si elle montre une motivation un peu plus forte que d'autres candidats. Ouais, moi ça passe, je pense, d'abord par moi. Enfin, ma capacité à enfin, moi j'essaye de générer, quand je recrute, des commerciaux, j'essaye de générer un fit, un truc qui fait que, ouais, exactement, on échange des mails, on se chauffe, hyper heureux d'avoir fait ce premier tour avec toi, je te propose de parler à telle personne, bon, enfin, j'essaie de créer un peu d'énergie, quoi, et de voir si la personne est répondante, quoi, à cette énergie, ça c'est sûr. Ensuite, j'essaie de faire des process rapides. Voilà, s'il y a 4-5 tours, d'essayer de les faire en maximum 10 jours. Et donc de voir si aussi le candidat est dispo, quoi. Et notamment,
moi, je fais pas un seul recrutement, mais commercial ou non, d'ailleurs, sans un cas à préparer et à présenter. Et donc, entre quelqu'un qui peut me préparer son cas en 2-3 jours et venir me le présenter, et quelqu'un qui demande 10 jours pour présenter son cas, déjà, ça, il y a une différence, quoi. On sent qu'il y en a un qui est vraiment drivé et qui va faire l'extra mile pour faire avancer son process et essayer de faire la différence. Et il y en a un autre qui est un peu moins motivé ou qui trouve des excuses, quoi. Et puis ensuite, le cas, c'est assez clé parce que le cas, il y a du travail à la maison à faire, quoi. Donc, il y en a qui vont arriver avec un cas, on sent qu'ils l'ont fait en 1 heure, et puis il y en a on sent qu'ils ont passé du temps. Ceux qui te posent des questions pour préparer leur cas, pour clarifier des points. On sent qu'on voit tout de suite que c'est de la motivation. Donc, ouais, c'est plein de signaux comme ça dans le process qui te montrent le niveau de motivation du candidat et la niaque qu'il a pour te rejoindre. Ouais. Tu m'as dit aussi que aujourd'hui, Fleet évangélise un usage, donc l'usage de la location de matériel. Est-ce que là aussi, vous avez des tips ou des techniques pour tes commerciaux pour qu'ils puissent évangéliser un usage? Ouais, complètement. Donc nous, on évangélise, on évangélise, bon, c'est un grand mot parce qu'on n'est pas non plus, on n'a pas tout le marché de Ouais. B2B, mais on essaye en tout cas de pousser un usage qui est la location plutôt que l'achat. Donc tu vois, sur notre site, on a un tableau comparatif des avantages de la location par rapport à l'achat. On fait beaucoup de contenu autour de ça pour montrer les avantages. Ça, c'est assez important d'avoir du contenu. Et donc, en fait, nous, on part toujours des problèmes. Je pense qu'un bon commercial, il arrive à partir des problèmes. Tu vois. D'ailleurs, je pense que même, tu dois le savoir puisque tu es entrepreneur, un bon entrepreneur, je pense, part d'un problème, quoi, avant tout, quoi. Il n'arrive pas avec une solution si elle ne correspond pas à un problème. Donc, nous, tu vois, le Fleet, ça part d'un problème ça coûte cher, les ordis, c'est dans des postes de coûts les plus importants dans une boîte, tu vois, en SG&A, quoi. Il y a un problème de coût, un problème de gestion, tu vois. Donc, on l'a nous-mêmes vécu, puisque moi et mon associé, on est d'anciens dirigeants de start-up avant, donc on a vécu ce problème. Tu vois, moi, j'ai mon ordi qui casse, je sais pas quoi faire, j'ai mon ordi qui rame. S'il casse, qu'est-ce que je fais? J'ai pas le temps de le réparer, j'en achète un nouveau parce que j'ai des calls. Enfin, on est parti de tous ces problèmes-là. Quand mon équipe scale, je sais plus qui a quoi, il y a des départs, des arrivées, la gestion des ordis, c'est un enfer, etc. Et je pense que c'est la même chose en fait dans tes échanges commerciaux. Pour évangéliser un usage, il faut arriver à prouver que l'usage traditionnel, entre guillemets, génère des problèmes. Donc, il y a toujours, tu vois, dans tous les, enfin, la somme de petits problèmes du quotidien liés à l'achat d'ordi en dur, il y a toujours quelque chose que le prospect, entre guillemets, a vécu. Tu Ouais. vois, donc, je sais pas, tu vois, Ça ça peut peut être, être. ça peut être la trésorerie, ça peut être les soucis de support après-vente. C'est ça, le problème tu sais, le traditionnel problème de l'employé qui arrive le premier jour dans l'entreprise et son ordi n'est pas prêt, tu vois? Ouais. Tu sais, c'est des petits trucs qui te parlent, quoi. Problème de Tu vois, je me souviens que quand on a lancé Fleet, je me souviens, la première semaine, je fais une séquence de mails. Je crois que c'est une séquence de mails à des CEO de start-up. Et ma séquence de mails parle de 2-3 problèmes, et notamment, elle dit, voilà, bénéficier d'une solution si je me fais voler mon ordinateur. Et je me souviens que la première réponse que j'ai eue à cet échange de mails, c'était la CEO de Edgar People, qui est une boîte de recrutement, qui m'appelle direct, je crois, et me dit: «Ah mais c'est incroyable, est-ce que c'est un coup monté ou quoi? Mais on s'est fait voler nos ordinateurs hier, donc vraiment votre mail tombe à pic». Et je me souviens que c'est une de nos premières clientes, tu vois? Mais si tu veux, elle a été convaincue immédiatement parce que tu vois, ça a tout de suite fait le lien dans sa tête, tu vois, entre son problème et la solution qu'on propose. Et je pense que c'est vraiment ça qui convainc quelqu'un, quoi. Ah bah oui, les vols d'ordinateurs, on a eu ça, c'était un enfer. Ah ouais, les départs arrivés, plus savoir qui a quoi. Enfin, ça te parle, quoi. C'est quelque chose que t'as vécu. Il faut un peu travailler sur l'expérience, quoi. Et donc, je pense que voilà, un produit qui est pas genre
on fait la même chose moins cher que le concurrent, enfin, tu vois, des trucs assez simples, très straightforward. Je te propose de te vendre des pommes 2 fois moins cher que ce que tu as l'habitude d'acheter. Ok, pas de problème, tu vois. Mais plutôt, je te propose de louer au lieu d'acheter. Bah, il faut que tu arrives pour parler aux gens, à travailler sur leur expérience et les faire se rendre compte que c'était pas pertinent leur comportement d'achat et qu'il y a une solution qui est meilleure, quoi. Ouais. Et une fois que tu as réussi donc à les évangéliser, à les closer rapidement, euh, quelles sont tes techniques? On commence à en parler de plus en plus dans ce podcast, mais finalement, la rétention est aussi, voire plus importante que l'acquisition. Quelles sont vos techniques, vos conseils là-dessus sur comment garder un client finalement? Ouais, la rétention, c'est fondamental pour nous en tout cas, puisque nous, 80% de notre business, c'est des clients qui recommandent des ordis pour leurs nouveaux employés tous les mois. Tu vois, donc, D'accord. je veux dire, si on ne garde pas nos clients, on met la clé sous la porte, quoi. Ouais. Tu vois, on vend pas un truc qui coûte très cher et c'est un one-off et tu vois, et du coup, bah voilà, il faut juste remplir le verre, tu vois, il se vide de l'autre côté, mais on le remplit plus vite. Non, nous, franchement, il faut capitaliser, quoi. C'est une boule de neige qui est censée grossir en permanence. Bon, déjà, moi, je trouve que la première expérience est fondamentale, tu vois. Enfin, donc nous, on travaille énormément le waouh effect, quoi, tu vois. Donc, l'onboarding, souscrire en 1 minute, se faire livrer en un jour ou 2 jours, un ordinateur, être pris en charge ensuite par le CSM avec un call d'onboarding pour set up le cockpit. Tu vois, tu te dis, waouh, j'ai été pris en charge, c'est exceptionnel. Et franchement, ensuite, si tu as une première expérience waouh et que le gars s'est dit, ah ouais, c'est exceptionnel. Tu vois, on a des gars qui nous envoient un texto, ils disent, c'est incroyable, Fleet, tu sais, les trucs de livraison en 10 minutes, là, Ouais. Gorillaz, etc. Tu vois, on a eu Ouais. des clients qui nous ont dit, mais le Free Fleet, c'est le Gorillaz de l'ordi. Enfin, tu vois. Bref, et donc ça fait vraiment plaisir. Mais je pense que quand tu une première expérience WoW, après, tu as deux, trois, tu vois, 2-3 cartouches, tu vois, s'il se passe des mauvaises choses. Alors, je te dis pas, enfin, nous, on satisfait nos clients sur le long terme, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui t'a pris 50 ordi, forcément, peut-être à un moment, tu vas avoir une livraison qui était en retard ou un ordi qui va arriver qui était défaillant, tu vois. Mais tu vois, s'il s'est fait une première idée de fleet qui est très bonne, tu peux perdre des points, tu vois. Après, il sera un peu plus tolérant et de toute façon, après, l'idée, c'est évidemment d'être très réactif dès qu'il y a des problèmes, ce qu'on fait, tu vois. Mais moi, nous, on a perdu des clients, souvent à cause de parfois une première expérience qui n'était pas très bonne, tu vois. Donc nous, on met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie sur la première expérience, tu vois, ça c'est fondamental. Ensuite, Ouais. Donc euh, vous avez travaillé l'onboarding de vos clients, ouais, essayé de leur livrer le plus rapidement possible l'ordinateur, à fond. de les mettre, je me souviens effectivement, donc via votre plateforme, on a un suivi de chaque ordinateur et on peut poser une question via un chat de manière assez simple. C'est ça, exactement, exactement. On essaye de nailer le premier mois avec le client, quoi. Donc Ouais. voilà, ensuite tu es pris en charge par un CSM, call onboarding, identification des besoins, etc. Ça, c'est fondamental. Ensuite, évidemment, bon, faut être focus sur la satisfaction client. Donc, bon, on fait des enquêtes NPS, etc. Ça, c'est clé. Mais bon, ça, je vais te dire des banalités, tu vois, sur la rétention. Ouais. Évidemment, tout le monde va te dire satisfaire tes clients, etc. S'il y a quelque chose qui s'est pas très bien passé, faire une discount pour se rattraper. Bon, faire des upgrades d'ordi de temps en temps, tu vois, faire des petits cadeaux inattendus, tu vois. Créer un lien émotionnel, tu vois. Moi, j'ai dit beaucoup les account managers, les CSM, créer un lien émotionnel votre portefeuille, tu vois. Pas hésiter même à faire un dash si besoin, mais même, t'as même pas besoin en fait. C'est le lien émotionnel, tu le crées dans tes échanges téléphoniques, enfin, tu vois, ça c'est clé. Et après, après c'est inhérent au produit, mais c'est sûr que nous on mise beaucoup sur le SaaS parce que le SaaS ça génère de la rétention. Donc l'usage produit, avoir ton cockpit propre, tous tes ordi assignés aux employés, toute ta flotte dessus, bien paramétré, etc. Bah après, du coup, il y a un risque, enfin, il y a un coût, quoi. Il y a un coût à quitter Fleet, quoi. Tu te dis, ah, ben, si je quitte Fleet, du coup, voilà, Ouais. je Là bénéficie aussi, pas de tout ça, quoi. Ouais. là aussi, c'est un bon enseignement des acteurs, des gros acteurs, par exemple comme Alan, tu as parlé de PageFit, Doctolib. En fait, ce sont des acteurs où tu as une expérience client sur leur plateforme qui est complètement différente des acteurs qui sont en place depuis des années.
et qui est finalement très clair et très lisible. Et c'est ça souvent aussi qui te permet de garder des clients. C'est tu te dis, bah, j'ai pas envie de retourner chez des acteurs traditionnels parce que l'expérience de navigation sur leur site est infernale. Tu vois, je parle des assurances, mais les assurances, assurance voiture par exemple, ou habitation, dès que tu veux retrouver quelque chose sur ton interface, déjà rien que pour se connecter, c'est l'enfer. Et les nouveaux acteurs, les néo-assureurs aujourd'hui, ça te fait respirer finalement. Complètement. Et là, on est sur le leasing, c'est la même chose. Et on peut parler, par exemple, des tickets restaurants avec Swile, c'est la même chose, quoi. Ouais, complètement. Je pense que la digitalisation est un outil de satisfaction client extrêmement important. Tu vois, là, j'ai fait une séance d'ostéo chez Alan, j'ai uploadé la facture. Je crois que dans les 5 secondes, j'ai reçu une notification, vous avez été remboursé de 30 €. Enfin, tu vois? Et tu te dis, enfin, Ouais, tu sais, il y a un wow effect où tu te dis, «Ouais, c'est exceptionnel, j'ai de la visibilité, c'est rapide, c'est réactif», donc ouais, on essaye de jouer sur ça à fond, surtout qu'effectivement, comme tu dis, on est dans un secteur tradi. Et honnêtement, je pense qu'on fait beaucoup la différence sans avoir besoin d'être des rockstars, quoi. On réinvente pas la roue, mais on utilise les outils du 21e siècle. ouais, exactement. On est à 35 minutes d'interview, Sévan. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues. Je sais que tu voulais aussi nous parler de la concurrence et comment vous avez réussi à vous démarquer de la concurrence. Bon, j'imagine que tout ce dont on a parlé, ça en fait partie, hein. Est-ce que tu vois d'autres choses pour les auditeurs d'intéressant à aborder avant qu'on passe aux questions de la fin? Oui, bien sûr. Enfin, on peut parler de cette histoire de se démarquer de la concurrence parce que ça, c'est aussi assez intéressant. Ouais, ça va au-delà de sales, hein, c'est de la stratégie d'entreprise, mais c'est vrai que moi, je suis cofondateur, donc pour moi, enfin voilà, c'est des sujets qui sont importants. En fait, je pense que tu as toujours des concurrents qui viennent. Donc, si tu crées un nouveau service qui n'existe pas à l'étranger ou qui ne se crée pas en même temps en France parce qu'il n'y a pas un appel d'air important, ça va marcher. Et quand ça va, et enfin, si ça marche, tu vas avoir des gars qui vont essayer de faire la même chose que toi. Enfin, et nous, Ouais. c'est notre cas chez Fleet, quoi. Enfin, on n'a pas copié de modèle. On était seuls, mais après, on a eu plusieurs acteurs qui sont venus. Évidemment, tu restes pas seul dans ton marché si ça marche, quoi. Il y a des... Mais tant mieux, hein. Enfin, je veux dire, c'est le lot des entreprises. Tu peux vite rentrer dans des trucs, tu vois, où tout le monde fait la même chose et c'est la guerre des prix. C'est la guerre des prix, des coupons, des trucs, tu vois, service de livraison de repas, tu vois, enfin, c'est la guerre des coupons. Enfin, tu vois, et bon, bah ça, tout le monde y perd, quoi, parce que enfin, tu vois, tout le monde baisse ses marges, tout le monde est sur la corde raide, et nous, on est bootstrap, donc on peut pas faire des levées de fonds Ouais. pour financer une croissance à perte. Bon. Donc, nous, on a toujours essayé de se dire, voilà, on se différencie, quoi. On fait les choses différemment, on pense différemment, on préfère rester différencié. Donc, tu vois, je pense que notre plateforme, elle est totalement différenciée de ce qui existe, même de ce que les concurrents font. On a beaucoup d'avance. On essaye vraiment plutôt que de rentrer dans des guerres de prix, des guerres de produits, ou tu vois, de se dire, OK, comment on fait pour avoir un temps d'avance, pour être plus innovant, pour faire, tu vois, pour travailler sur la qualité de service et l'innovation plutôt que travailler sur le prix et les réductions, quoi. Donc ça, c'est important. Euh, Pas se copier, quoi. Pas dire le concurrent fait ça, donc je vais le faire. Il y a un autre point, je pense, qui est assez important et sur lequel tu es gagnant sur le long terme, c'est se concentrer sur peu et le faire très bien. Tu vois, nous, pendant 2 ans, on n'a fait que du Mac. Tu vois, Ouais, c'est vrai que c'était effectivement un bon parti pris. Et là aussi, quand on construit des boîtes, on a tendance à vouloir tout faire alors qu'on est petit. Et c'est bien de se concentrer sur une verticale. Donc vous avez fait les Macs, donc finalement vous avez adressé aussi à un certain secteur, hein, qui excluait notamment peut-être dès le début les grands groupes, parce qu'en général les grands groupes s'équipent pas forcément de Mac. Mais ouais, c'était une complètement. très bonne idée, ouais. En fait, tu vois, tout le monde nous disait: «Mais attends, pourquoi tu fais pas PC? Pourquoi tu fais pas téléphone? Pourquoi tu fais pas» il y a même je me souviens, on parlait, même des fonds d'investissement, mais c'est juste comme ça parce qu'on est dans l'écosystème, hein.
Je me disais: «Mais pourquoi vous faites pas des chaises?» Enfin, tu vois? Vous louez tout, louez tout le matériel. Vous allez à court terme, tu fais peut-être plus de chiffre d'affaires, hein, tu mets des chaises sur ton truc, tu vois? On pourrait, hein, tu vois? On les loue et cetera, mais en fait, derrière, tu crées aucune différence, tu vois? Parce qu'en fait, tu fais pas très bien ce que tu fais tout moyen et du coup, en fait, tu rentres dans une concurrence, tu aucun avantage comparatif, et du coup, bah, derrière, enfin, c'est pas tenable, quoi, c'est pas durable. Donc nous, on s'est concentré très longtemps sur, une verticale. Maintenant, on fait des PC. Mais je veux dire très longtemps, on s'est occupé de nailer les Mac, donc Ouais, d'être extrêmement performant en termes de prix, délai de livraison, service après-vente, tech, catalogue et cetera sur les Mac pour être, bah, voilà, le player qui maîtrise le mieux le Mac en location. Il y a quand même un gros marché, tu vois. Et comme tu dis, c'est peut-être pas les grands groupes, mais du coup, c'est peut-être les startups. Il y a déjà de quoi faire, tu vois. Le marché de l'ordi en entreprise, c'est déjà très gros. C'est pas un tout petit marché. Donc, vaut mieux avoir 30% du marché du Mac plutôt que 0,5% du marché global, je sais pas, de tous les équipements IT, et d'être très défensif sur ces 30% plutôt que d'être très fragile sur ces 0,5% et de devoir, voilà, de rien faire de bien, quoi. Donc voilà, nous, on est resté très concentré sur cette verticale. Et tu vois, par exemple, le fait qu'on ait bien travaillé ça, tu vois, je sais pas si tu es au courant, mais tu sais, il y a une crise des des puces, puces, ouais, d'approvisionnement, notamment sur les ordis. ouais. Ah, nous, on a développé un réseau d'approvisionnement sur Mac extrêmement performant, sur lequel voilà, nos fournisseurs, on leur fait du business, donc ils nous réservent des stocks. On a développé l'un des meilleurs réseaux de fournisseurs sur Mac, qui fait qu'aujourd'hui, on OK. a sur des délais de livraison, donc 50% de nos commandes sont livrées en 2 jours, OK. 25% sont livrées en un jour, 50% en 2 jours sur du Mac. Alors qu'aujourd'hui, tu commandes même chez Apple, hein, tu as des délais de livraison parfois de 3 semaines, un mois. Ah, tu vois, ça, c'est parce qu'on a vraiment très bien travaillé notre verticale. Et ça, ensuite, de facto, tu es différencié. Et du coup, tu n'es pas dans la mêlée à jouer des coudes avec la concurrence et à devoir faire des gestes hyper importants pour closer des clients, quoi. Ouais. Donc se démarquer de la concurrence, on pourrait dire, travailler sa niche, sa verticale, être, très bon là-dedans. Et est-ce que tu vois d'autres points qui t'ont permis, de te démarquer? Ouais, bah, être différencié, quoi. Mais bon, on en a déjà parlé, mais effectivement, être excellent dans ce qu'on fait et être différencié, faire les choses un petit peu différemment. Donc, on est très tech, très digitalisé. On a une plateforme on mise beaucoup sur les développeurs et sur notre tech pour faire la différence, quoi. Là, vous avez combien de développeurs en interne? On a une dizaine. Ouais, tu Ah vois, ouais, on a 30% de nos effectifs alors qu'on fait de la location d'ordi, quoi. Tu vois. ouais, Donc, c'est vrai qu'on pourrait se dire, location d'ordi, hardware, on a pourquoi avoir besoin de tech, quoi? À part pour faire un site web, mais en fait, non, vous avez, vraiment, mis en avant votre produit qui est cette plateforme de gestion de ton parc locatif. yes, complètement. Ouais, très intéressant, très intéressant. Beh, écoute, Sévan, merci pour, ce retour d'expérience. Si tu veux bien, on va passer aux questions de la fin. Yes, avec plaisir. Alors déjà en termes de contenu, est-ce que tu as des choses, alors toi tu es pas le head of sales de la boîte, tu es le fondateur. Est-ce que tu as des choses à partager en termes de contenu soit sur la vente, soit sur l'entrepreneuriat au sens large? Moi, bon, j'ai beaucoup aimé un livre que j'ai lu sur probablement l'un des premiers employés de Salesforce, OK. qui s'appelle, alors c'est en anglais, Predictable Revenue. Ouais, on en Euh, a cité beaucoup de fois effectivement dans ce ouais, podcast. ouais, bon bah écoute, du coup, je t'apprends rien de nouveau. Ça, c'est ouais, je trouve le livre sur l'acquisition outbound, tu vois, sales, que je trouve le mieux fait et Ouais, qui m'a pas mal marqué. Euh, J'aime beaucoup un livre qui s'appelle Building a Story Brand. Donc ça, c'est sur la brand. C'est un livre de Donald Miller. OK. Celui-là, non, je crois que j'ai jamais eu celui-là. Alors, c'est pas sales, mais Ouais, c'est plutôt marketing. C'est comment raconter une histoire avec sa marque, tu vois. ouais, Comment partir de use case, comment, tu vois, incarner une histoire, tu vois. Comment, en fait, tu vois, enfin, je vois énormément de sites. Alors,
parle pas des startups très bien faites, etc., mais ouais, de boîtes où voilà, tu vas sur le site, tu comprends pas très bien ce qu'ils font en fait. Tu comprends pas très bien ce que ça va t'apporter. C'est compliqué. Ça parle plus de fonctionnalité que de use case, tu vois. Tu vois, c'est un peu typiquement même la différence entre un Mac et PC, entre Apple et les autres marques. Tu vois, le PC, Ouais. les PC, ils vont te dire alors processeur Core i7, je sais pas quoi, machin, on est les meilleurs en spécification, etc. On parle que et puis Apple, ils vont te créer un lien émotionnel avec leurs produits, te montrer l'usage, l'utilisation, et ça, tu vois, qui fait que bah, tu vas payer plus cher pour des fonctionnalités moins performantes, mais en fait avec une meilleure user experience et ça parle beaucoup mieux, ça donne envie, tu vois. Ouais, bien sûr. Et en fait, ce livre, Building a Story Brand, il t'apprend à raconter ton produit pour générer de l'émotion. Et en fait, ça s'applique aussi pas mal aux sales, tu vois. Et c'est un peu le livre référence là-dedans aussi. Euh, donc, ouais, je le conseille pas mal. Ok, très bien. Et en termes d'outils ou de routines que tu as mis en place qui t'aident à être bien au quotidien, tu as des choses à partager? Écoute, moi je trouve à chacun un peu sa façon de faire. Moi je suis pas le, tu vois, je suis pas le gars qui va, je sais pas, le matin me faire ma to-do, le soir me dire qu'est-ce que j'ai achieve aujourd'hui, tu vois. Moi il y a un truc, bon, maintenant je suis fondateur, je suis sur pas mal de sujets, mais j'ai été quand même pas mal dans les sales et même au début de Fleet, c'est moi qui faisais la vente et tout. Non, mais nous, on traque les chiffres. Moi, je trouve que les chiffres, c'est la clé, tu vois. Donc, on a un data studio hyper développé, tu vois, de boîtes très avancées à chaque fois qu'on montre avec, on rentre dans le détail de tous les chiffres, mais où du coup, tu suis en direct l'évolution du revenu, des clients closés, etc. Ouais. Que je trouve extrêmement, dans tous les métiers, mais encore plus dans les sales, que je trouve extrêmement puissant, en fait, tu vois. C'est quel outil qui est derrière ça? C'est un outil Là, interne on ou... utilise Google Data Studio. Ok, En plus, c'est très bien. gratuit. Et moi, donc, du coup, tu actualises, tu as les chiffres qui évoluent. Et en fait, je trouve que, enfin voilà, moi, je trouve, enfin voilà, même moi, mes sales les plus drivés, c'est des ayatollahs des chiffres, quoi, tu vois. Et en fait, et en même temps, je vois les équipes inefficientes. Les gens inefficients, c'est des gens qui n'ont pas d'attention aux résultats. Donc, ils font plein d'actions, plein de choses, mais ils ne regardent pas trop les résultats. Souvent, les résultats, malgré tout, quand même, se mesurent dans des chiffres, tu vois. Donc, il faut mettre en place les bons chiffres. Et donc, l'attention aux résultats pour pouvoir faire 80% du travail avec 20% d'effort parce qu'on se concentre sur ce qui est efficace, pour moi, c'est clé. Donc, Ouais. moi, c'est dans mon quotidien, quoi. Je suis très chiffre. Ouais, c'est vrai que on en parle peut-être pas assez, mais l'analyse data dans la vente, c'est quand même un fondamental important. Je sais, là, j'ai bien un épisode bientôt prévu avec Almar, Ouais, tu sais, les paiements plusieurs fois. ouais. Et je sais qu'eux, ils ont beaucoup de profils, ils recrutent beaucoup de profils ingénieurs dans leur équipe de vente. Et notamment parce ils ont une culture de la data assez importante. Ouais. Je pense que c'est important, surtout que quand tu es commercial, tu es très dans l'instinct. Et puis, tu vois, tu as des calls avec des prospects, et puis d'un coup, tu dis, ah, en fait, je sais pas, j'en sais rien, Ouais. c'est n'importe quoi. En fait, on n'a pas la bonne offre. En fait, tel concurrent est meilleur, parce que tu as un client qui vient de te dire non pour un concurrent. Et Ouais. savoir prendre du recul, c'est difficile quand tu es commercial. Donc, tu peux vite passer de on est les meilleurs du monde à on est les moins bons, il faut tout changer, etc. Et le seul truc qui peut un peu te faire prendre du recul, c'est les chiffres. Enfin, tu dis, moi, j'en sais rien. Si tu vois, si le gars te dit on est trop cher, il faut qu'on change tout, tu dis attends, reprenons, reprenons le taux de closing, reprenons les failed reasons, X% à cause du prix, Y%. Maintenant, tu vois, voilà, juste, tu as peut-être trois gars qui t'ont dit qu'on était trop cher. Donc, mais en fait, si tu prends du recul, tu regardes les vrais chiffres et les vraies analyses, c'est pas le cas. Tu vois. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que tu voudrais avoir une compétence aujourd'hui que tu n'as pas, mais qui t'aiderait beaucoup ou que tu rêverais d'avoir? Euh, Désolé, je sais qu'il ouais. commence à être un peu tard. Euh, Compétences, non, bah, non, je pense que euh, je manque. Non, mais j'aime beaucoup la tech et le produit, mais je suis très peu compétent sur ça. Ouais. Euh, et tu vois, T'aimerais bien coder, quoi.
Non, pas coder, quoi, mais avoir plus de sensibilité. Enfin, j'ai une bonne sensibilité. Enfin, je suis sensible à ça, mais je pense que je suis pas bon. J'ai pas les codes et j'ai pas de formation. Ouais. Plus des meilleures compétences sur cette partie-là. Tu vois, design, produit, designer un bon produit, faire une bonne user experience. Enfin, donc on a des très bonnes personnes dans la boîte pour ça, tu vois. Mais je trouve que c'est Pourtant, en 2019, je trouvais moi votre produit déjà très bien designé. Tu avais déjà, dès le début de l'aventure, on en avait pris interne une compétence. On avait pris un très bon designer, Ok, on était très sensible à ça. Mais ok. encore une fois, c'est pas une compétence que j'ai moi, c'est pas moi qui ai designé, quoi. Et en plus, je te dis ça parce qu'en plus, je pense qu'on va être de plus en plus dans des services qui sont, tu sais, product-led. Donc, tu sais, un peu comme Notion, etc., où en fait, on remplace un peu la partie commerciale très agressive à outbound à teste le produit gratuitement, teste la plateforme, tu vois. Enfin, en tout cas, je te parle pour les produits plus tech. Et du coup, les commerciaux ne disparaîtront évidemment pas. Tu vois, ils seront derrière en support, il a testé, ensuite on fait le follow-up, etc. Et du coup, avoir une sensibilité sur la user experience, c'est important pour les commerciaux en tech, je pense. Ok, très intéressant. Dernière question, Sévan, qui me conseillerais-tu d'interviewer dans le podcast Les Héros de la Vente? Euh, Écoute, je pense que ouais, il y a plusieurs personnes que tu pourrais éventuellement interviewer. Je les connais pas personnellement très bien, mais les gars de Mojo, je sais pas si tu vois. Ah, Ouais. oui, bah, une interview prévue avec eux, ouais, D'accord. effectivement. Tu as une interview prévue avec eux, donc tu vois, tu me devances. Euh, Sinon, ouais, je pense, je sais pas si tu vois le fondateur de Avisio, service de recrutement, Ouais, euh, très bien, ouais. qui s'appelle Henri de Lorgeril, je crois. Qui connaît un petit peu mon associé et que moi je vois de loin, mais qui était ancien head of sales chez Hoist. Ok. Je pense que lui, c'est un très bon commercial, quoi. Enfin, et maintenant fondateur, etc. Mais je pense qu'il a pas mal de tips à te donner. Ok. Bah, écoute, très bien, on a tenu le timing. Donc merci encore, Sévan, pour t'être rendu disponible pour cet épisode. Où on peut te joindre si jamais on a envie de te poser des questions. Mais avec plaisir. Écoute, les gens peuvent m'écrire sur LinkedIn déjà, c'est Van Marian. Ils peuvent m'envoyer un mail à sevan, sevan, @fleet.co, co, fleet.co. Et évidemment, sinon, j'invite tout le monde à venir voir notre site. Et si ça les intéresse, prendre contact avec nous s'ils veulent équiper leur entreprise avec Fleet. Donc le site www.fleet.co. Ok, merci encore, Sévan. Alors ne quitte pas tout de suite, je vais arrêter l'enregistrement. Je vous invite les auditeurs à partager cet épisode, à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast. Vous connaissez la chanson, mais ça m'aide beaucoup, c'est pour ça que je le répète encore et encore. Et faites de belles ventes. Sévan, passe un bel été puisqu'on enregistre cet épisode début de l'été 2022. Et à très vite. Merci beaucoup Alexandre, à très vite. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, ça nous aide à monter dans les classements. Vous pouvez aller sur le site leshéroesdelavente.com pour retrouver l'ensemble de nos contenus. Vous pouvez aussi mettre un tip sur notre page tipeee.com et je vous invite à me contacter sur LinkedIn si vous avez un sujet à me proposer autour de la vente. À bientôt et belle vente à tous.